Au cours de notre apprentissage, nous avons rencontré trois concepts différents. La surcharge de fonctions ou de méthodes, en anglais on appelle ça overloading. Le masquage, en particulier le masquage de méthodes, qu'on appelle en anglais shadowing. Et la substitution ou redéfinition, qu'en anglais on appelle overriding, des méthodes virtuelles. Le dernier ne s'applique qu'aux méthodes virtuelles. Mais donc, pour des méthodes virtuelles, on pourrait, en principe, avoir les trois, de la surcharge, du masquage et de la substitution. Donc, qu'est-ce qui est quoi exactement? Et d'ailleurs, pour éviter la confusion de certains programmeurs, depuis C++ 2011, on a deux nouveaux mots-clés dont je vous parlerai en fin de cette séquence, qui sont override et final, qui permettent donc de préciser les intentions du programmeur. Reprenons donc ces trois concepts en détail pour éclaircir précisément de quoi il s'agit. Avant d'illustrer ces concepts sur un exemple, rappelons leur définition. La surcharge de fonction ou de méthode, c'est lorsqu'une fonction ou une méthode a le même nom qu'une autre, mais des paramètres différents, et qu'elles sont dans la même portée. Donc attention, en C++, on peut avoir de la surcharge que dans la même portée, nous y reviendrons plus tard. Le masquage, c'est lorsque des entités, des variables, des fonctions, et puis dans le cadre de l'orienté objet, donc des attributs ou des méthodes ont le même nom, mais dans des portées différentes. Et donc du coup, par les règles de résolution de portée, en C++ on résout à la portée la plus proche, et donc celui qui a la portée la plus proche masque celui qui a une portée un peu plus lointaine. Pour les méthodes, attention, une seule méthode de même nom suffit à masquer toutes les autres méthodes de portée plus lointaine, indépendamment de leurs paramètres, puisque justement, en ce qui concerne les paramètres, c'est la notion de surcharge qui, à ce moment-là, aurait lieu, et la surcharge n'a lieu que dans la même portée. Donc si on est dans une autre portée, il suffit qu'on ait simplement le même nom pour masquer toutes les méthodes. Nous allons y revenir sur un exemple. Enfin, la substitution, ou aussi redéfinition, n'est valable que pour les méthodes virtuelle, et il s'agit ici donc de redéfinir dans une sous-classe une méthode virtuelle héritée d'une superclasse qui permet à ce moment-là d'avoir ce qu'on appelle la résolution dynamique des liens et le polymorphisme. Ce sera donc la méthode de l'instance réelle qui sera appelée, si elle est appelée au travers d'un pointeur ou d'une référence. Et de même que pour le masquage, si l'on redéfinit une seule méthode virtuelle, même si elle n'a pas les mêmes paramètres, alors toutes les autres seront à ce moment-là masquées. L'une seulement sera redéfinie, mais elle masquera les autres. C'est simplement la règle de masquage qui s'applique aussi pour les méthodes substituées redéfinies. Voilà, repassons tout ceci en détail sur un exemple concret. Imaginons donc que nous ayons trois classes A, B, C, telles que B hérite de A et C hérite aussi de A. Et ces trois classes vont donc avoir une méthode M1 sur laquelle nous allons faire donc de la surcharge, de la substitution et du masquage. Pour rendre l'exemple un peu plus concret, donc dans le main, nous avons une instance B de la classe B et une instance C de la classe C. Nous allons regarder les différents cas d'appel de ces méthodes M1. Donc, dans la classe A, nous avons une première méthode M1 qui prend un entier, et chacune de ces méthodes va se contenter d'afficher un message indiquant essentiellement la méthode qui est appelée. De plus, dans A, nous avons aussi une autre méthode M1 qui diffère de la première par sa liste de paramètres. Ici, elle prend une chaîne de caractères au lieu de prendre un entier. Ces deux méthodes M1 sont dans la même portée, la portée de la classe A, et diffèrent par leur liste de paramètres alors qu'elles ont le même nom. C'est donc bien un cas classique de surcharge dont il s'agit ici. Dans la classe B, nous avons ici substitution de l'une des deux méthodes. Nous avons ici substitution de la méthode qui a comme argument la chaîne de caractères. Cette méthode M1, redéfinie ici dans la sous-classe B de la classe A, masque donc la méthode M1 de A dans B. Et comme c'est la seule des deux qui a été ici substituée dans B, d'après les règles de résolution de portée et de masquage, celle-ci masque aussi l'autre méthode, puisque dans la classe B, nous aurons plus qu'une seule méthode M1 accessible. La classe B aura bien effectivement trois méthodes M1, sa propre méthode M1 et les deux méthodes M1 héritées de la superclasse A, mais par les règles de résolution de portée, lorsqu'on est dans B, on résout à la portée la plus proche. La seule qui est donc directement accessible, c'est celle directement définie dans B qui masque les deux méthodes dans A. Voyons ceci donc sur le main.
nous avons ici donc notre instance B. On ne peut pas faire un appel comme ceci, c'est pour ça que nous l'avons commenté, de la méthode M1 qui passe un entier, puisque la méthode M1 qui reçoit un entier hérité de A est masquée par la méthode dans B qui prend une chaîne de caractères. Donc on peut bien effectivement appeler la méthode M1 qui prend une chaîne de caractères, cela pose aucun souci, mais on ne peut pas appeler la méthode M1 qui prend un entier. On a un message qui nous indique que cette méthode n'est pas appelable. Mais pourtant, elle existe bien. Si on veut l'appeler, il faudra utiliser l'opérateur de résolution de portée en disant la méthode M1 de portée la classe A qui appartient à l'instance B, donc de la classe B, laquelle hérite effectivement cette méthode de la classe A puisque B est un A. Cette méthode est donc effectivement ici et peut être appelée, mais il faut la démasquer avec l'opérateur de résolution de portée. Pour la classe C, nous avons ici donc introduction d'une troisième méthode, une nouvelle méthode ici puisqu'on a un troisième type de paramètre ici avec un double. Donc ceci va redéfinir une méthode M1, une troisième, qui va de nouveau avec les mêmes règles de résolution de portée masquer les deux autres hérités de A. Et donc, pour l'instance C de la classe C, on ne peut pas appeler ni la méthode avec les chaînes de caractères, ni la méthode avec les entiers. Donc attention ici à un piège. Cet appel ici C.M1 de 2 n'appelle pas la méthode avec les entiers puisqu'elle est masquée. Si vous faites exécuter ce code, ce que vous allez avoir comme message à l'appel ici, c'est C.M1 de double, puisqu'en effet, c'est la seule méthode qui est appelable directement sans démasquage dans la portée C, et que un entier peut être converti en un double. Donc ici, il y a une conversion d'un entier en un double pour appeler la seule méthode qui est dans C. Bien sûr, comme précédemment, nous pouvons démasquer les méthodes avec chaîne de caractères et avec un entier en utilisant l'opérateur de résolution de portée. Donc C.A2.2.M1 avec une chaîne de caractères appellera bien sûr la méthode de A qui a une chaîne de caractères. Et cet appel ici avec un entier, cette fois-ci démasquage de la méthode M1 de la superclasse A héritée donc par la sous-classe C, fera un appel effectivement à cette méthode ici. Voilà donc pour les aspects surcharge et masquage. Voyons maintenant l'aspect substitution. En fait, toutes ces méthodes ont de fait été déclarées comme virtuelles. Alors, il suffit simplement d'avoir déclaré ici les méthodes comme virtuelles pour que automatiquement elles soient virtuelles dans les sous-classes. Donc ici, comme on a exactement la même méthode, ce virtual est transitif et donc ce n'était pas la peine de répéter celui-ci. Par contre ici c'est une nouvelle méthode, donc on a le choix de la mettre comme virtuelle ou non. Et donc toutes ces méthodes ayant été déclarées comme virtuelles, il s'agit bien ici donc d'une substitution. Les règles de substitution suivent les mêmes règles que les règles de masquage, simplement on a une résolution dynamique des liens qui va se passer. Si tant est que l'on ait des pointeurs ou des références, ce qui n'était pas le cas ici. Ici, nous avions des instances directes. Et donc, pour voir l'effet de la substitution et l'effet de la résolution dynamique des liens, il faut donc passer par des pointeurs, ce que nous faisons donc ici sur ce nouvel exemple, où nous avons donc toujours les instances B et C des classes respectivement B et C, mais où nous allons donc passer par un pointeur sur un A, qu'on appelle ici donc PA. Dans une première partie, PA va pointer sur B, et dans une seconde partie, PA pointera sur C. Donc ici, on fait pointer PA sur B. Donc en mémoire, nous avons la situation suivante, où PA donc ici pointe sur B, et l'on appelle donc la méthode M1 au travers de ce pointeur PA. Or, il se trouve que M1 est une méthode virtuelle qui est substituée dans la classe B. Donc ici, c'est bien le polymorphisme qui entre en jeu, et c'est donc bien la méthode M1 de la classe B qui est appelée, et qui affichera donc le message B2.2.M1 de string. Par contre, même si PA pointe sur un B, il n'en reste pas moins un pointeur sur un A.
Et donc, en tant que tel, hein, je vous rappelle qu'en C++, c'est le type qui prime. Hein. Lorsqu'il n'y a pas de polymorphisme, on a une résolution statique des liens. On résout en fonction du type. Et donc ici, PA est un pointeur sur un A. Et donc, en tant que tel, accède aux méthodes de A. Tous ces appels à ces méthodes sont de la classe A. On dit ce sont des appels dans la portée de A. Et donc, on a tout à fait le droit, même si PA pointe sur un B, d'appeler la méthode M1 avec un entier. On est bien tout à fait ici dans la portée de A. Donc ici, ça sera bien la méthode de A qui va être appelée. Donc ici, A M1 de int. De même, si PA pointe sur C, alors, bien que l'on pointe sur un C, on est toujours dans la portée de A puisqu'on travaille avec un pointeur sur un A. Ici, donc, on va appeler la méthode, attention, même si on passe ici un double, on reste dans la portée de A et on va donc appeler ici la méthode qui passe un entier. Ce double va être converti en entier pour appeler dans la portée de A. La seule méthode que l'on peut appeler avec un double, c'est celle-ci où l'on convertit le double en entier, ce qui est tout à fait possible en C++, et donc c'est bien cette méthode ici qui va être appelée. La méthode qui est dans C n'est pas accessible ici dans la portée de A. Si un C est un A, lui, n'est pas du tout un C. Et donc ici, puisqu'on est dans la portée de A, c'est bien dans cette portée-là qu'on va résoudre le nom M1, et c'est donc bien un M1 avec un int qui va être appelé. Et donc ici, on aura bien un affichage de A, M1 pour un int. Pour les mêmes raisons, on ne peut absolument pas essayer de démasquer la méthode avec un double en essayant d'utiliser l'opérateur de résolution de portée ici sur C. Ceci est totalement illicite puisqu'on passe par un pointeur sur un A et que un A n'est pas un C. C'est un C qui est un A, mais un A n'est pas un C. Dans la hiérarchie, A est en haut de la hiérarchie. C'est C qui est un A et absolument pas A qui est un C, donc ceci ne compile pas, est interdit par le compilateur. Ce n'est pas A qui hérite de C, mais c'est C qui hérite de A. Voilà, tout ceci est certainement très technique et dans un premier temps, je pense, un petit peu difficile. Donc vous reviendrez peut-être sur cette séquence plus tard quand vous aurez un petit peu plus pratiqué le polymorphisme et donc ses différents aspects, masquage, substitution, bon, et surcharge qui, elle, à mon avis, ne devrait plus présenter de problème. Et c'est donc justement parce que ces aspects sont un petit peu difficiles que C++ 2011 a introduit 2 nouveaux mots-clés pour permettre aux programmeurs, s'ils le souhaitent, de plus clairement spécifier ses intentions. Ces mots-clés sont respectivement override, qui permet donc d'indiquer que l'on pense substituer une méthode virtuelle héritée d'une superclasse, et puis le mot-clé final, qui empêche toute substitution future de la méthode en question dans les futures possibles sous-classes. Voyons tout ceci en détail sur un exemple. Supposons donc que l'on ait une classe A qui contient ici 4 méthodes. Une méthode F1 qu'on définit simplement comme virtuelle, une méthode F2 qui est aussi virtuelle et qui a le qualificatif const, ne modifie pas l'instance, une méthode F3 qui, elle, n'est pas virtuelle, et puis une méthode F4 ici sur laquelle on rajoute le qualificatif final. Et puis nous avons donc une classe B qui hérite de A et qui bien sûr va redéfinir, substituer, masquer ces différentes méthodes. Ici nous avons donc une substitution de la méthode F1 dans la classe B, c'est bien le même prototype exactement, et donc le mot-clé override ici est correctement utilisé. En effet, F1 est bien une substitution de cette méthode. Là, nous avons donc une autre méthode. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Ici, nous voyons donc que nous avons en effet une faute de frappe. Le développeur de la classe B a écrit FL minuscule au lieu d'un F1. C'est, je peux vous le garantir, une faute assez difficile à trouver à la relecture. Une telle petite différence entre un L minuscule et un 1 échappe souvent à la relecture. Et donc ici, si on avait oublié le mot-clé override, ce que pensait peut-être faire, évidemment sans avoir cette ligne-là, la personne qui aurait écrit ça dans la classe B, ce serait de substituer la méthode F1, mais au lieu de substituer ici la méthode F1, à cause de cette faute de frappe, il aurait en fait réintroduit une nouvelle méthode virtuelle au niveau de B. Et donc ce que le mot-clé override permet de faire, c'est que le compilateur va justement vérifier si ceci, comme le spécifie ici
le programmeur de la classe B est bien une substitution d'une méthode de A. Et dans ce cas-là, comme il n'existe pas de FL dans A, le compilateur va indiquer que c'est une erreur. Cette méthode FL ne override, ne substitue absolument aucune méthode de A. Et donc, c'est bien une protection ici du programmeur de la sous-classe B contre des éventuelles erreurs. Un autre type d'erreur, donc par exemple, ici, c'est sur la méthode F2. Le programmeur de la classe B prétend ici redéfinir la méthode F2 avec un override, et pourtant, on a ici une erreur de compilation. Est-ce que vous voyez pourquoi? L'erreur ici est que donc la méthode F2 n'est pas const, alors qu'elle était définie comme const dans la classe A. Et donc la méthode F2 ici est une autre méthode F2. Attention, const fait vraiment partie de la spécificité de ce qu'on appelle l'entête de la méthode. Le prototype complet de la méthode contient const. Et donc ici, c'est une autre méthode F2. Et donc le compilateur n'est pas d'accord. Ici, ce n'est pas un override de la méthode F2, mais c'est en effet une nouvelle méthode F2. Voilà donc un autre exemple de protection contre les bêtises possibles des développeurs. Oubli du mot const, faute de frappe. En ce qui concerne donc la méthode F3 ici, peut-être que c'est une erreur de conception au niveau de A, peut-être que F3 aurait dû être virtuel et on pensait que ici c'est une substitution de cette méthode F3. Je vous rappelle que la répétition du mot-clé virtual n'est pas nécessaire, donc on pourrait tout à fait, même pour une méthode virtuelle, écrire ceci. Et donc le concepteur de la sous-classe B pense ici redéfinir une méthode virtuelle, et donc il écrit override. Et là, à nouveau, il a eu un message du compilateur qui lui dit non, non, attention, tu ne fais pas ce que tu crois faire. Cette méthode F3 ne peut pas être substituée, override, parce que ce n'est pas une méthode virtuelle. Donc on a ici un pur masquage et sans substitution. Donc voilà un troisième cas qui permet de prémunir le programmeur de la sous-classe B contre des erreurs possibles. Ici, une erreur qui viendrait soit de son interprétation de ce qu'est la classe A, soit carrément du concepteur de la classe A qui a peut-être oublié le mot-clé virtuel. Enfin, dernière situation avec le mot-clé final. Ici, donc, le concepteur de la classe A empêche toute redéfinition future, toute substitution future de cette méthode F4. Et donc, le concepteur de la classe B sous-classe de A n'a pas le droit de, ici, redéfinir la méthode F4. Elle est final ici, ça veut dire que, stop, on n'a pas le droit de redéfinir dans les sous-classes cette méthode F4. Et donc, le compilateur refuserait de compiler cette ligne. Voilà donc pour cet exemple. Au niveau de votre pratique, ce que nous vous conseillons, c'est d'utiliser override, même si c'est un petit peu fastidieux de l'écrire. Utilisez-le pour vous prémunir dans un premier temps de genre d'erreur que l'on a pu vous montrer dans l'exemple précédent. Au niveau de finals, je pense que ce n'est pas nécessaire au niveau de ce cours et vous pouvez oublier, à mon avis, ça sert absolument à rien. Pourquoi diable voudrait-on empêcher quelqu'un de redéfinir ses méthodes? Enfin, pour être tout à fait complet, je voudrais vous signaler que final existe aussi comme mot-clé pour empêcher des sous-dérivations de classe, c'est-à-dire empêcher d'une classe d'avoir des sous-classes. Donc par exemple, on pourrait ici définir une classe stérile, justement, qui ne peut pas avoir de sous-classe, en rajoutant le mot-clé final ici, et donc de cette classe stérile, on n'aurait pas le droit d'hériter. Ce mot-clé permet au compilateur de donner une erreur chaque fois qu'une sous-classe voudrait hériter de cette superclasse. Là, de même, je ne pense pas qu'au niveau de ce cours, en tout cas, ce soit très intéressant. Donc, au niveau de ce cours, je vous conseille d'oublier final. Mais par contre, faites l'effort d'écrire override à chaque fois que vous pensez redéfinir une méthode virtuelle héritée d'une superclasse.